Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À suivre dans ce journal l'histoire terrible d'une jeune femme violée à mort par 3 de ses bourreaux. La famille est inconsolable après avoir reçu le choc. Aux sources d'une histoire tragique, c'est l'enquête du 20h. Et en sport football, CAN Égypte 2019, le duel Cameroun-Nigeria des 8e de finale se jouera au stade Alexandrie, infrastructure inaugurée en 1929. Nos envoyés spéciaux nous amènent à la découverte du stade mythique dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, c'est une histoire troublante qui va certainement vous donner des frissons. Une jeune femme trouve la mort après avoir été abusée sexuellement par 3 individus. Présentés comme souffrant des troubles psychiques, Yankam Joël Jaël José, puisqu'il s'agit d'elle, a été enlevée dans le domicile familial au niveau de PK14 ici à Douala. Après avoir commis le forfait, ils ont transporté la jeune dame à l'hôpital à Quintini de Douala où elle va trouver la mort. Les présumés suspects ont été interpellés. Le récit des faits dans ce reportage d'Innocent Abega, Julien Berthe Bissaï. Sorti du domicile familial pour prendre de l'air en soirée, Mikwango Yakam Jaël José n'en retournera plus. Enlevé par 3 individus au quartier Lokbaba à Saint-Thomas. Ses proches se rappellent de ce jour fatidique. La journée de sa disparition, sa grande sœur et elle, après avoir dîné, ont décidé de sortir chercher de quoi manger, dont en l'occurrence la braise, la viande de chèvre. Je leur ai indiqué Lokbaba qui est tout proche de nous. Elles sont donc quittées de la maison, elles sont allées acheter la viande, elles sont rentrées, elles ont mangé. Alors Jaël, la désormais défunte, se lève et elle dit je vais prendre l'air dehors. Elle prend donc son écharpe, prend sa carte nationale et elle prend son téléphone portable. 15 minutes plus tard, on reçoit l'appel de Jaël qui nous dit ne vous inquiétez pas, je fais les 100 pas. Ce qui était tout à fait logique parce que partout où elle allait, elle nous tenait informés. La famille rassurée ne se doutait pas un seul instant que le pire était à venir. Jaël est abusé sexuellement par ses bourreaux dans cette maison de fortune au lieu d'IPK 11. Les voisins racontent. La nuit là, à 1h du matin, j'ai entendu des cris d'alerte. Bon, je suis sorti pour chercher à voir ce qui se passe parce que je suis un ancien policier. Et comme le garçon avait l'habitude de taper sur sa copine régulièrement, ma femme a dit que non, c'est les amoureux. Rentre, il se fait déjà tard. Et à partir de 1h30, j'ai senti comment des gens passaient sur mon petit passage là, disant que amenez-la vite à l'hôpital, amenez-la vite à l'hôpital. Le matin, on a seulement suivi que la fille est arrivée à l'hôpital, la fille est morte. Sans nouvelles de Jaël, sa famille alerte la police et la gendarmerie qui lancent une recherche, pour le moins infructueuse, durant 1 mois. Le repérage d'un coup de fil va ainsi dénouer l'enquête, permettant de mettre la main sur les présumés violeurs de Jaël. Ce qui résout l'affaire, c'est la technologie. Je tiens à le préciser. Parce que, ayant acheté le téléphone à ma grande sœur, j'ai conservé le carton. Et c'est avec ce carton et le numéro de série que la brigade a dû faire des réquisitions à différents opérateurs. Et on a pu avoir la position point par point de ceux qui avaient utilisé le téléphone. Ces derniers transportent la victime à l'hôpital à Quintini, où des médecins confirment la présence des sévices sexuels et anal. Une fois le décès constaté, un des présumés violeurs, par ailleurs fils d'un commissaire de police, prend la fuite et les 2 autres, appréhendés par les vigiles de l'hôpital La Quintini. Conduits à la police judiciaire, les 2 présumés bourreaux sont auditionnés et libérés sous garant, ce qui dépasse l'entendement de la famille. Quand on les libère de la police, la gendarmerie reprend le dossier en main et semble-t-il que c'était sur la demande d'un commissaire retraité qui vient demander de libérer des malfrats de cette nature. Vous vous rendez compte? On va laisser les gens mourir comme des poules. De l'autre côté, on ne s'en sort pas. On vient de ce côté, c'est plutôt les grands bandits de grand chemin qui se permettent de kidnapper une femme de 30 ans pour aller la violer, lui donner quelle espèce de drogue pour la mener au stade où nous nous trouvons. C'est 2 mois plus tard que nous retrouvons
le corps à l'hôpital La Quintini. Porté disparu le 24 avril dernier et décédé le 25 courant, Yakam Jaël souffrait des troubles mentaux depuis le décès de son enfant de 4 ans. Qu'a fait Jaël pour mériter un tel sort? Seule l'enquête en cours le déterminera. Aux arrêts à Douala, l'homme a été interpellé au camp du génie militaire, ici à Douala. Arrivé dans cette caserne, arborant un cri militaire et des attributs de lieutenant, le jeune, la trentaine, a mis donc au garde à vous un adjudant ainsi qu'un caporal durant une dizaine de minutes. Et ce sont donc ces agissements qui ont attiré l'attention des autres militaires. Écoutons donc à présent cette réaction d'un homme tenu au micro d'Equinox Télévision. J'étais en train de consommer et bon bref, ma boisson s'est versée sur moi et je ne suis pas lieutenant, je suis à la marine marchande. Vous vous souvenez que vous avez été d'abord été arrêté ici par la brigade de Bassa? Par une personne et c'est lui qui me cause toujours ces problèmes. Par injustice, je ne suis pas lieutenant. Et précisons donc que le faux lieutenant a été interpellé après avoir commis son forfait. Toute autre chose à présent, que devient le lac municipal de Foumban? Le site touristique a été transformé en laverie automobile, une menace sur la vie des aquatiques de ce milieu. Et donc pour préserver ce patrimoine, autorité administrative et municipale de la ville de Foumban viennent de lancer une opération coup de poing contre les laveurs de voitures aux abords du lac municipal de Foumban. D'autres précisions dans ce reportage de Mama Soufone et de Jean-Paul Chouniat. Dans la ville de Foumban, comme partout ailleurs au Cameroun, la violation des lois de la République est devenue un sport national. Des détournements de deniers publics au plus haut niveau, aux infractions les plus élémentaires, on en voit de toutes les couleurs. Face à la gravité de ce phénomène, à l'instar de la vente illicite des médicaments dans la rue, du carburant de contrebande vendu au su et au vu de tous, l'exposition des bouteilles de gaz domestique en vente libre sans la moindre mesure de sécurité des personnes et des biens. Les autorités administratives et municipales de Foumban ont décidé de traquer tous les contrevenants à l'ordre public en essayant de mettre fin à toutes les activités illicites. Et le but de cette opération, c'était de lutter contre un certain nombre de fléaux qui minent notre avancement. Et il y avait aussi la lutte contre la consommation de la drogue. L'opération a été bien menée. Après avoir effectué des saisies, les autorités mènent désormais la guerre à la pollution de l'environnement, à l'instar des eaux du lac municipal transformées en laverie automobile, dépotoirs de déchets plastiques et eaux savonneuses nocifs à la vie aquatique. Les marécages comme ceci, ce sont des zones à protéger au Cameroun par rapport au réchauffement climatique. Et même les êtres vivants qui vivent là-bas, quand on lave en y mettant le savon, c'est une sorte de poison pour eux. Si je viens laver la voiture ici, à cet âge, à 56 ans, ça veut dire que ça ne va pas. Je suis le responsable de cet enfant. Je fais ça pour les nourrir. Maintenant, vous m'amenez. Nous allons passer à la vitesse de croisière pour venir traquer plutôt ceux qui vont laver ici, parce qu'il y a des endroits appropriés pour le lavage des véhicules. Plusieurs véhicules ont été immobilisés et mis à la fourrière municipale. Leurs propriétaires accusés de complicité dans la pollution de ce lac. Quand un véhicule entre à la mairie, il y a ce qu'on appelle la simple police. Et chaque jour, il y a une amende de 5 000 francs. Autant votre véhicule va rester à la mairie, autant vous allez payer la fourrière. Si la population de Foumban, même à contre-cœur, salue cette opération musclée, mais pour combien de temps va-t-elle durer dans un pays où plus de 80% des villes sont infestées d'activités illicites et des violations graves de la loi, le plus souvent commanditées par des citoyens et autorités administratives les plus insoupçonnés? Toute autre chose à présent, le village Lélé-Montant, situé dans l'arrondissement de Melon, département du Mungo, est confronté à d'énormes difficultés. Il souffre par exemple de l'absence d'eau potable ainsi que d'énergie électrique depuis plusieurs années. Déjà, le grenier agricole d'environ 7000 âmes est abandonné à lui-même. Le reportage de Jacquino Moulon et Flavien Valondongo. Dans ce village de Lélé-Montant, les maladies les plus récurrentes sont le paludisme, les fièvres liées
On appelle généralement chez nous les fièvres typhiques, c'est-à-dire que la typhoïde, et puis les helminthias, c'est-à-dire les maladies causées par les vers. Les causes sont multiples. Elles sont d'abord environnementales, parce que le village étant dans un plateau, les eaux de pluie stagnent un peu partout et les moustiques déposent les larves et il y a une multiplication des moustiques. Donc, la qualité d'eau. Le village n'a pas de point d'eau. Si vous voyez tout autour des maisons, c'est des puits. Et dans ces puits, le traitement n'est pas assez fiable. Dès qu'il pleut, les eaux drainées de part et d'autre viennent entrer dans ces puits et les gens les consomment. Les hôpitaux ne sont pas équipés. Ils sont pas équipés. On a vraiment besoin d'aide, vraiment besoin du secours. Le verre de ce village, depuis longtemps ici, on a toujours consommé l'eau sale. Je peux dire l'eau sale parce que c'est l'eau du puits que nous utilisons. Ça fait que nous sommes toujours exposés aux maladies. Chaque jour, on ne fait que traiter la même maladie. Chaque jour, on va à l'hôpital, on nous parle des amibes. Donc, on est obligé de traiter les amibes tous les jours. L'État nous a franchement oubliés parce que si jusqu'aujourd'hui, depuis longtemps, depuis nos parents, on parle toujours d'eau jusqu'aujourd'hui, je pense que l'État nous a oubliés. Un village de près de 7000 âmes. Près de 7000 âmes, on ne consomme pas de l'eau propre. Nous interpellons vraiment le gouvernement, qu'ils essaient de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut nous faire sortir de cette situation parce que ça ne va pas. Si là, nous avons fait au moins 2 mois dans l'obscurité. Alors voici cette fois-ci encore, nous ne parlons pas, on ne sait pas ce qui se passe. Ça fait depuis près de 4 jours, nous sommes dans le noir, on ne sait pas. Et puis les gens ne sont même pas au courant de nous. Nous vivons le calvaire, puisque vous-même vous êtes en train de voir, vous-même vous constatez. Quand vous voyez l'eau que nous on boit là, c'est même pas facile. Quand vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes, mais on est là, on boit l'eau qui est sale. L'eau n'est même pas protégée. On creuse les toilettes à côté, l'eau est à côté, on n'a pas le choix, on va faire comment? C'est depuis des années qu'on boit l'eau du puits. Vous-même qui vous arrivez, si on vous donne l'eau du puits, vous ne pouvez pas boire. Nous donnons l'eau que nous consommons, nous les êtres humains, nous ne pouvons pas boire. Ça veut dire que nous, on voit que l'État nous a oubliés. Nous lançons à ENEO de venir vraiment de nous venir en aide. Avec la coupe, nous sommes comme ça, la privée, on ne comprend même pas. Ça, des renards étaient même là-bas pour jouer la coupe. On n'a pas su de Yaoundé, puisqu'on ne suivait rien. Et les lions vont jouer demain. Les conséquences sont le paludisme, la typhoïde, les démangeaisons vaginales. Ça donne les boutons pour les petits enfants, ça les donne les boutons. Depuis que je connais le village Lelem, je vis que comme ça là. Il n'y a jamais eu d'eau potable ici à Lelem. Que tu pars à l'hôpital aujourd'hui, ça ne fait pas une semaine, tu rechutes. Notre souhait, c'est de nous donner l'eau potable et de donner l'équipement à notre hôpital. Quand la lumière part, je suis vraiment en difficulté parce que ici, là, nous consommons excessivement de carburant. 5 litres de carburant par jour, c'est pas facile. Et le rendement n'est même pas comme celui de l'électricité. C'est ce qui est ici. We are found in Lele Mwanton. We have since I am born here, we have a very difficult problem of water. We don't have a good potable drinking water. Since I am here, we always drink well water. It's only well water that we always drink. We have diseases like cholera, dysentery, and so forth and so forth. We have a serious problem of water, so people should come and help us for drinking water. Évoquons à présent cette opération coup de poing menée par les éléments de la douane, une importante cargaison de médicaments contrefaits et d'huile issue de la contrebande vient d'être saisie. Le coup de filet a été mené dans plusieurs localités des régions du sud-ouest Cameroun ainsi que du littoral. L'autre précision dans ce reportage d'Innocent Abega et Gladys Sidi. L'opération spéciale de surveillance douanière baptisée Alcomi 3 vient de procéder à la saisie à Douala d'une cargaison de produits pharmaceutiques et autres produits alimentaires. Ces produits issus de la contrebande sont pour la plupart des médicaments. Des milliers de comprimés, ampoules injectables et flacons de médicaments divers. Ils étaient enfouis dans des sacs de mèches en vue d'échapper au contrôle douanier. Hier, c'était le tramadol. Aujourd'hui, c'est les produits
peut-être de nature différente, mais qui ont un effet presque pareil, c'est des stimulants, c'est des euphorisants. Les agents que nous avons envoyés sur le terrain, avec leur flair, ont intercepté cette marchandise qui venait du sud-ouest, en provenance d'un pays voisin. Dans des mers, vous voyez que ça devient de plus en plus subtil pour des agents d'aller découvrir cette fraude. Ces produits qui sont acheminés au Cameroun par voie terrestre, maritime ou même aérienne viennent des 4 coins du monde. La mission a commis dans sa zone 1 qui concerne les 4 régions du littoral du nord-ouest, de l'ouest et du sud-ouest, procède dans certains cas à des infiltrations dans les secteurs concernés par la mission. Par exemple, très récemment, nous sommes intéressés au secteur de l'importation des médicaments. À côté de cet important stock de médicaments saisis, 149 bidons de 20 litres d'huile végétale importée en contrebande ont aussi été saisis au cours d'une opération de surveillance périfluviale. Par ailleurs, il y a également l'huile que nous avons saisie. Vous avez des bidons, vous avez pu remarquer qu'il y a un important stock de bidons d'huile qui est également saisi. C'est des produits qui ne sont pas toujours propres, n'est-ce pas, à la consommation locale. Ce coup de filet de la douane camerounaise en rappelle plusieurs autres menés il y a quelques mois et ont conduit à la saisie d'une importante quantité de tramadol. Sur le terrain, la mission spéciale Alcomi 3 poursuit la traque aux contrebandiers. Et pour mieux s'imprégner des méthodes de contrôle des marchandises par scanner, une délégation de douaniers béninois vient de séjourner au Cameroun durant 2 jours. Les douaniers béninois ont suivi des opérations de dédouanement de marchandises et surtout ont également échangé avec les différents opérateurs de la place portuaire de Douala. À cette imprégnation de l'expérience camerounaise, je vous suggère d'écouter cette réaction de Modeste Doussoubé. Il est le chef de cette délégation béninoise. Nous avons tiré beaucoup de leçons parce que ici nous avons vu que l'image scannée sert beaucoup plus dans le dédouanement des marchandises au port de Douala et ces images, une fois acquises, permettent beaucoup la sécurisation des recettes et la sécurité nationale. Ceux qui sont venus voir, c'est le pourcentage de scanning. Ce n'est pas tant la technologie, mais c'est le pourcentage de scanning qui est pratiqué au Cameroun. Parce que chez eux au Bénin, ils ont dit qu'ils sont à 10% de conteneurs scannés. Alors qu'au Cameroun, c'est un peu plus que ça. Nous sommes dans la logique des 100% scanning. Donc l'image peut être améliorée et les scanners sont de génération en génération. On peut trouver mieux en matière de scanning au Cameroun. Et comment améliorer la gestion de la fortune publique au Cameroun? La question est au cœur des échanges à l'Assemblée nationale ainsi que la Chambre des comptes. D'autres précisions avec Gizogo depuis Yaoundé. La traditionnelle rencontre entre l'Assemblée nationale et la Chambre des comptes consacrée au suivi de la gestion des finances publiques au Cameroun vient de se tenir à Yaoundé. Cette 20e édition de ce forum a porté cette année sur les nouvelles relations entre le Parlement et la Chambre des comptes. Il convient donc qu'ensemble, nous amorcions la réflexion sur cette coopération et que nous posions les fondements des premiers jalons de ce chantier de la gouvernance publique, ce chantier de l'efficacité et de la performance des politiques publiques que nous voulions tous construire. La présidente de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale s'est appuyée en outre sur le régime financier de l'État du Cameroun pour souligner l'importance des échanges entre l'Assemblée nationale et la Chambre des comptes. Cette loi permet non seulement au Parlement de s'appuyer sur la juridiction des comptes, qu'est la Chambre des comptes, pour l'exercice du contrôle parlementaire des finances publiques, mais elle donne aujourd'hui à la Chambre des comptes la mission d'assister le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances, mais aussi de mener sur la demande du Parlement des enquêtes et analyses sur toute question budgétaire, comptable et financière. Rappelant quelques avancées en matière de gestion des finances publiques au Cameroun, la Chambre des comptes relève l'intérêt de ce dialogue pour ce qui est de la transparence et de la bonne gouvernance. It seems to us appropriate to exchange today with you respectively concerning the code of transparency and good governance
in the management of public finance in Cameroon and the fiscal regime of the state and other public entities. Reste que les rappels à l'ordre de la Chambre des comptes au sujet de nombre d'écarts des gestionnaires de la fortune publique ne sont pas toujours corrigés par les concernés. Et pour ce qui est de la prévention des déséquilibres macroéconomiques en zone SEMAC, des experts des 6 pays de la sous-région étaient à Douala pour un atelier de validation de l'outil d'alerte précoce pour les pays de cette sous-région. Le dit instrument, une fois adopté par les pays membres, permettra d'anticiper sur un environnement économique incertain qui menacerait la stabilité de toute la sous-région SEMAC. La Banque mondiale ainsi que la Banque africaine de développement et d'autres instituts financiers et monétaires prenaient part à l'atelier. Je vous propose donc d'écouter à présent un expert de la SEMAC au micro d'Equinox Télévision. Dans l'union monétaire, cet outil, pas avec les mêmes indicateurs, cet outil a été proposé et appliqué à l'Union européenne et nous serons la deuxième union monétaire à l'appliquer. Il faut réagir quand la crise est là. Quand on sent que la crise commence à venir, c'est là qu'il faut arrêter la crise. C'est-à-dire en proposant des mesures correctives aux États. Et maintenant, c'est aux États d'appliquer ces mesures correctives. Prenons par exemple le déséquilibre. Le déséquilibre extérieur signifie que le pays n'est pas compétitif. Il devient importateur net des capitaux. Donc il y a l'endettement. Donc cela signifie que nous allons proposer des éléments de réforme à l'État pour pallier cette situation. Bon, cela ne signifie pas que quand il y a ce déséquilibre au début, que ça va se prolonger, que c'est catastrophique, mais c'est précoce, c'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre des choses au début et trouver une solution. Ça vient en complément aux indicateurs de la surveillance multilatérale. Tout autre chose à présent, l'implication des jeunes dans l'élaboration des politiques publiques préoccupe. Le sujet est d'ailleurs au cœur d'un atelier dont l'objectif est de susciter l'engouement de la jeunesse à la vie politique et sociétale de façon à ce qu'elle participe à la recherche des solutions face aux maux qui minent la jeunesse au Cameroun. Compte rendu de Marcelin Gansop, Élisée Borba. Au sujet de la participation de la jeunesse à la vie politique et sociétale, les données disponibles présentent un tableau peu reluisant. L'on relève principalement leur faible présence au sein des institutions politiques nationales et le peu d'intérêt que la majorité des jeunes accordent aux consultations électorales, en plus de la propension de certains à flirter dangereusement avec les fléaux de toutes sortes. La consommation des stupéfiants, le vagabondage sexuel, l'abandon des bébés dans les rues, dans les poubelles, et également le VIH-Sida, les IST, dont entre autres les fléaux qui minent vraiment la jeunesse aujourd'hui. Voilà qui préoccupe l'ONG Presse, Jeunes et Développement. Ce d'autant qu'il est prouvé, pour ne prendre que le cas du VIH-Sida, que la forte prévalence chez les jeunes de 15 à 24 ans est due au fait que cette catégorie sociale n'est aucunement impliquée dans la prise de décision. D'après les dernières enquêtes de santé, il est bien reconnu que l'incidence, par exemple, du VIH est 9 fois plus élevée chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons. Donc les jeunes sont vraiment au cœur des problèmes de l'infection à VIH. Et donc du coup, ils doivent aussi être au cœur des solutions qui doivent être apportées. C'est pour cela que lorsque nous parlons de l'agenda de la jeunesse, avec une place du jeune pour pouvoir co-construire les solutions aux problèmes dont il fait face. Le plaidoyer de Yaoundé vise le positionnement de l'agenda de la jeunesse dans les politiques publiques nationales et les plans communaux de développement. Il y a ceux qui sont un peu réticents, vous savez, dans la société, il y a ceux qui font l'autocensure et ils ne prennent pas le pas quand il faut le faire. Et effectivement, notre travail donc, consiste à les sensibiliser, à les mobiliser, à intégrer la dimension de la cause nationale et le faire comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse est au centre de préoccupation tant de la société civile que du gouvernement qui nous accompagne dans nos actions. Cet atelier s'inscrit vraiment dans le cadre d'un accompagnement de la société civile, des organisations de la jeunesse au gouvernement afin d'atteindre les objectifs à l'horizon 2030, tel que le prévoit la déclaration sur le sida de 2016. D'ici 2030, il est question d'éradiquer complètement le VIH-Sida et partant en milieu jeune. Des initiatives visant le renforcement de l'autonomisation, du leadership et du bien-être des jeunes existent.
elles doivent être multipliées dans un contexte où les ODD font de la participation des jeunes à la vie politique une priorité. L'actualité sportive à présent, Cameroun-Nigeria, le choc des huitièmes de finale de la CAN 2019. La rencontre va se disputer au stade d'Alexandrie, le plus vieux stade du pays, inauguré en 1929. Il a toujours su conserver un pan important du patrimoine de l'Égypte. À la découverte du stade d'Alexandrie, suivons ce reportage de nos envoyés spéciaux, Séverin Tchoubang, Sylvestre Zangao. Comme la ville dont il porte le nom, le stade d'Alexandrie est chargé d'histoire. Construit en 1929, avant de prendre une forme plus moderne, il a conservé l'une de ses principales inspirations, la tour Est. Un bâtiment vieux de plusieurs siècles, l'un des symboles de la porte d'entrée d'Alexandrie, de l'ère islamique, nous confie Chérif Saad, le directeur du stade. Pour les habitants d'Alexandrie, la tour est une fierté qui résiste au temps. Plusieurs générations s'en inspirent et en construisant le stade, nous avons tenu à conserver cette partie de l'histoire de la ville. Inauguré en 1929, le stade d'Alexandrie est le plus vieux d'Égypte. Il compte 25 000 places et a été rénové en 2009, 3 ans après la CAN 2006. Nous aimons le football dans cette ville. L'Etihad d'Alexandrie, l'Al Olympi et le Smoula Sporting jouent dans ce stade. Et le jour de match, le stade est plein à craquer. Pour recevoir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la direction du stade a fait quelques relookings, notamment dans les vestiaires. Samedi, les joueurs de l'équipe du Cameroun et ceux du Nigeria vont les occuper de manière confortable. Nigeria-Cameroun qui va se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. La réponse, c'est en huitième de finale ce samedi sur cette pelouse du stade d'Alexandrie. Un stade de 25 000 places mais chargé d'histoire. Alors l'histoire penchera-t-elle pour le Cameroun ou pour le Nigeria? La réponse est à suivre ce samedi. Envoyés spéciaux à Alexandrie pour Equinox Télévision. Séverin Tchouban, Sylvestre Polic Zangao. À présent, ce public reportage, avant de refermer ce journal, et parlons du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé, un véritable rendez-vous d'affaires pour les opérateurs économiques. Reportage. L'édition 2019 du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé, Siali, s'est ouverte dans la capitale camerounaise. Ce rendez-vous qui regroupe agriculteurs, acteurs de la transformation des produits dans l'agro-industrie et opérateurs économiques et financiers est présenté comme majeur par le gouvernement. Notre ambition à travers le développement de l'industrie agroalimentaire est de faire du Cameroun le nourricier de la CAC et du Nigeria à l'horizon 2035. Le Siali qui s'ouvre ces jours doit être un grand rendez-vous d'échange, de partage, d'opportunités. Pour les promoteurs du Siali, il est question de mettre ensemble le monde agricole et celui agro-industriel. L'objectif du Siali, c'est de mettre ensemble tous les acteurs. Vous voyez, sur ce site, on est un salon spécialisé agriculture et transformation des produits. Dans ce site, vous ne verrez que l'agriculture. Parmi les réponses qu'apporte le Siali, notamment aux agriculteurs dans la logique de l'agriculture de deuxième génération, il s'agit de limiter leurs pertes. Les agriculteurs travaillent trop pour perdre 40% de leur production. Donc, on a fait venir ces partenaires. Ils vont travailler avec le gouvernement pour mettre dans chaque marché une chambre froide où les agricultrices pourront déposer leurs tomates, leurs plantains pour que ça ne mûrisse pas, les oignons pour qu'on puisse vendre nos produits tout au long de l'année. Aussi, toute la chaîne de production agricole est mise en exergue. Vous trouverez de la fourche à la fourchette. Vous commencerez par les machines qui défrichent les forêts, qui dessouchent les racines, les semences, les engrais. Après, vous aurez les produits finis de l'autre côté, la production, les machines qui transforment. Au-delà, l'offre financière et la protection juridique sont aussi au rendez-vous. On a mis les banques
pour les gens qui ont des projets pour financer. Il y a l'OAPI qui est sur le site pour ceux qui veulent protéger leur label s'ils ont déjà une innovation qu'ils ont créée. Cette année, l'Ociali est rendu à sa 6e édition et entend s'affirmer comme le rendez-vous incontournable du monde agricole et agro-industriel au Cameroun et en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information sur Equinox Télévision. Dans un instant, retrouvez Kate Diarra et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir pour le débrief du journal. Kate Diarra. Merci à vous Nadine Yambo pour ces éléments conçus savamment par la rédaction centrale d'Equinox Télévision que vous nous avez transmis dans ce journal de 20h. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Exactement, Kate Diarra, et bonne soirée à vous ainsi qu'à vos invités. Et sur ce plateau, mes panélistes et moi-même sommes là. On continue avec l'émission Equinox Soir et c'est notamment le moment du débrief du journal.